Mesdames, Messieurs, chers Jacquinotes qui nous regardent en direct, bonjour. On se retrouve sur le studio Silmo pour parler cette fois de formation professionnelle, puisque seule une minorité d'opticiens y ont recours, alors qu'on va le voir, elle constitue un levier de croissance à part entière pour votre magasin. Nous allons nous pencher sur tous ces avantages en compagnie de Olga Prena, directrice de l'Institut et Centre d'optométrie de Bure-sur-Yvette, l'ICO. Bonjour Olga. Agnès Panchaud, DRH de Grand Vision, Général d'Optique et Grand Optical. Bonjour Agnès. Bonjour. Dominique Mélin, directeur de Varilux University. Bienvenue. Bonjour. Christophe Fonvielle, formateur et chercheur. Et Lionel Gardy, opticien à la Garche de Bretagne. Alors, Monsieur Charlot devait être des notes puisque la formation professionnelle est un sujet qui lui tient très à cœur et il n'a pas pu être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Mais il m'a chargé de vous transmettre un message, à savoir que le colloque scientifique Silmo Academy, qui a été inauguré cette année sur l'édition 2010 du salon, a été un très très grand succès puisque sur les 3 sessions, il y a eu en tout plus de 600 participants, soit un peu plus de 200 par session. Et devant ce succès, Silmo Academy se renouvellera l'année prochaine. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Olga. Je vais vous demander, Olga, pourquoi c'est si motivant pour un salarié d'être formé et pour un opticien de former ses salariés ? Alors tout d'abord, de façon générale, je vais commencer par l'employeur. Depuis 2004, tous les employeurs ont l'obligation d'adapter ses salariés au poste de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la technologie, si on prend notre domaine, l'optique-lunetterie, la technologie évolue, les produits évoluent avec cette technologie et le comportement du consommateur évolue également. Donc l'opticien aujourd'hui, même s'il est bien sûr opticien diplômé, s'il est en activité depuis plusieurs années, il est obligé de se former pour rester performant. Ce n'est pas l'entreprise qui fait les gens, ce sont les gens qui font l'entreprise. Donc pour qu'un point de vente fonctionne correctement, pour qu'il dégage des bénéfices, nous avons besoin des opticiens bien formés. Les opticiens bien formés, le client est satisfait et l'employeur, le gérant, forcément, il est très satisfait aussi parce que le point de vente fonctionne correctement. Donc c'est tout bénéfique pour l'activité du magasin qui voit sa clientèle fidélisée, ses ventes augmenter ? Complètement. Et aujourd'hui, on lit aussi beaucoup dans la presse. L'opticien n'a pas toujours une bonne image aujourd'hui. On pense, l'aspect commercial prend beaucoup de place. Et en dispensant les formations techniques, l'opticien peut aussi changer cette image et satisfaire son client et répondre à ses besoins. Alors Lionel Gardy, vous êtes opticien, vous êtes un adepte de la formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre parcours ? Eh bien, mon parcours, il a commencé il y a déjà plus de 20 ans. Je suis en permanence en formation. J'ai fait dans un premier temps un passage par BEP en optique-lunetterie et une quinzaine d'années après, ça me suffisait plus et je voulais passer à l'étape supérieure. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à nombreuses formations. Qui certes prennent du temps, coûtent de l'argent, mais sont des formations que je fais et que je fais encore régulièrement et avec grand plaisir toujours. Donc quels sont les types de formations que vous avez réalisées pour arriver à quel niveau aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, du BEP, j'ai passé l'étape du BTS. Donc j'ai participé à l'Institut d'optométrie de Bure-sur-Yvette à certaines formations, notamment en contactologie, là où évidemment au niveau BEP on ne pouvait pas suffire. J'ai participé avec le groupe Alliance Optique à des formations et avec mon camarade Christophe Fonveille. Ce sont des formations qui nous ont pris du temps. Ça se passe le dimanche, ça se passe le lundi, sur nos jours de repos, il faut se lever. Je pense qu'il y a des gens qui se lèvent pour aller à la pêche, pour aller à la chasse. La formation, pour moi, reste une priorité. Il paraît que quand on commence des formations, on ne s'arrête plus. Exactement. J'envisage d'autres formations, notamment sur la vision de l'enfant. Un petit retour sur la contactologie, puisque on est sans cesse en recherche de performance et si on veut être opérationnel dans nos points de vente, il n'y a que cette méthode. D'accord. Madame Panchaud, Grand Vision a la réputation d'être une école de formation. Comment procédez-vous ? Alors en fait, la formation est une valeur clé
du développement des ressources humaines au sein de General d'Optique et Grand Optical. Quand je dis valeur clé, c'est le grandissement des hommes. C'est une valeur qui est connue, partagée, et la formation en fait est nécessaire à la fois que ce soit, comme le disait Olga, pour l'employeur, mais aussi pour le salarié. L'entreprise se développe. Nous ouvrons 50 à 60 magasins par an. Donc l'entreprise grandit, évolue, et les collaborateurs au sein de l'entreprise ont besoin de partager aussi et d'évoluer au gré du développement de l'entreprise. Donc la formation, c'est un investissement nécessaire et qui est bénéfique pour l'entreprise et pour le salarié. Donc on forme à l'optique, on forme à la vente, on forme au management. Ce qui est très très important, c'est qu'il n'y a pas que des formations techniques, mais toutes sortes de formations. Oui. En fait, les formations techniques sont en complément de ce qui se fait dans les écoles. Pour vous donner un exemple, dans la formation enfant, on aborde des choses qui sont autres. Par exemple, prendre en charge les parents lors de cet acte de vente. On a aussi des formations vente, puisque l'opticien est aussi un commerçant, et des formations management qui vont de l'outil et méthode jusqu'au développement personnel. Puisque en ouvrant 50 à 60 magasins, c'est 50 directeurs de magasins qui sont promus tous les ans, plus de 100 adjoints. Donc on a besoin d'investir. C'est un élément clé de l'évolution de carrière. Monsieur Fonvielle, on constate que dans l'optique, la formation professionnelle pourrait se développer encore. Quels sont les principaux freins que vous avez observés par rapport aux opticiens ? Alors je vois principalement deux. Quand on vend une formation, souvent aux opticiens, c'est d'abord, je crois, le premier frein, c'est l'auto-évaluation qui n'est pas toujours un réflexe spontané. C'est-à-dire que l'opticien ne sait pas exactement où il en est. Il a passé son diplôme, il pratique, il a une habitude, il sait exactement ce qu'il fait dans sa vie quotidienne, mais finalement, il met jamais son niveau. Il ne se remet pas en question. Oh, non, faut pas dire qu'il se remet pas en question, parce qu'il vient, il demande une formation, donc effectivement. Il est demandeur. C'est vrai que vous ne voyez que ceux qui demandent déjà des formations. Exactement. Souvent, une partie du travail a été fait et il y a eu une première prise de conscience. Mais il croit qu'avec une journée ou deux de formation, tout va s'arranger. On va lui redonner un petit peu de vernis sur un thème et puis hop, ça part. Et puis non, c'est tout le contraire. Je crois que le premier truc, c'est déjà de lui montrer que ok, il est super pro, il sait faire des tas de choses, mais il lui manque une dimension peut-être. Et le premier pas du formateur, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est d'abord de lui faire prendre conscience qu'il a des connaissances, mais qu'il reste un chemin à parcourir. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est de s'inscrire dans un projet. Et je crois que c'est pas propre à l'optique. Je crois que rares sont finalement les opticiens qui ont un projet à moyen, long terme, une vraie histoire de leur vie et de leur profession. Si je peux ajouter juste un point, c'est que ça ne fait pas encore partie de la culture de l'opticien aujourd'hui, au moins de l'opticien français. On voit, parce que nous, nous avons la chance de travailler au niveau européen, de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Dans le monde anglo-saxon, la formation est quelque chose continue, est quelque chose d'intégré à leur vie professionnelle et même d'exiger. Donc il y a vraiment une spécificité française sur ce point ? Non, aujourd'hui on a un droit à la formation, pas encore une obligation, mais je pense que petit à petit, on y arrivera puisque je crois que le projet de future convention CNAM qui est en train d'être négocié devrait prévoir une obligation de formation qui, je crois, serait de 21 heures tous les 2 ans dans un premier temps. Ce serait une excellente chose pour transférer cette culture de la formation continue chez les opticiens aujourd'hui. Oui. Quels sont les pays qui font le plus de formation en optique ? Je dirais que globalement les pays qui ont cette culture sont les pays anglo-saxons où les optométristes ont l'obligation de formation. Un ophthalmic optician anglais, s'il n'a pas ses crédits de formation, il a tout simplement plus le droit d'exercer. Donc il est obligé de le faire. C'est pour ça que des conférences, des congrès auxquels il participe, des lectures qu'il peut faire, cela l'amène à avoir ses crédits tous les ans pour pouvoir exercer. Et là, bien sûr, comme c'est une obligation, il y a quand même une culture de formation qui s'est très bien développée. Alors Olga, on a parlé de formation de réfraction, etc. Ce sont des formations assez poussées. Est-ce qu'il n'y a pas non plus, est-ce qu'il y a une demande sur les formations un peu plus basiques, comme ajustage, rhabillage, des choses comme ça ? Alors il est vrai que les formations en réfraction sont les formations les plus demandées depuis 2007. Grâce au décret ? Grâce au décret, tout à fait. Les opticiens équipent de plus en plus leurs magasins d'une salle de réfraction. Et les opticiens n'ayant pas pratiqué depuis longtemps, pour certains, pas pour tout le monde bien sûr, les examens de vue, bien sûr, ils sont obligés de venir se former.
Maintenant, il y a les formations qui marchent très bien et qui sont très efficaces pour les salariés, bien sûr aussi pour le magasin. Visagisme, colorisme, ajustage, rhabillage. On peut même penser que parfois les gens travaillent depuis 20 ans, exercent ce métier, mais les produits ont évolué et ils ont besoin parfois d'un coup de main pour être plus efficaces, pour gagner parfois un peu de temps aussi au travail. Oui, puis ça permet de se remotiver aussi, peut-être sur des tâches. Tout à fait. Sur les tâches répétitives, gagner un peu plus de temps, être plus efficace. Vous l'avez dit en début de l'émission, le secteur évolue, les produits évoluent, donc il faut aussi faire évoluer ces techniques et ces manières de faire, de travailler. Tout à fait. Madame Panchaud? Oui, et on peut aussi faire évoluer les manières de former. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent, tel le blended learning, où on peut faire des... Ça consiste en quoi? Alors, le blended learning, c'est en fait, plutôt que de sortir une personne du magasin pendant un temps plus important, on peut faire des modules de e-learning associés à du parrainage et ensuite faire, au cours de sessions de formation, quelque chose qui soit plus centré sur l'échange de pratiques, sur des sketchs, voilà. Mais ça permet en amont, dans les modules de e-learning, d'intégrer tout ce qui est connaissance à acquérir, ce qui est beaucoup plus efficace et qui permet de sortir moins longtemps l'opticien du magasin. Donc, excusez-moi, je vais demander quelques précisions. Le e-learning, c'est bien la formation via Internet, c'est ça? Internet, oui. Donc, le salarié le fait depuis son magasin ou depuis chez lui? Absolument, oui. Et ça doit être complété pour être complètement efficace par du parrainage, c'est-à-dire vérifier que la personne a bien compris, qu'elle puisse poser des questions, et par du présentiel, où là, on va pouvoir échanger par les pratiques, faire concrètement ajustage, habillage par exemple. Voilà, c'est l'ensemble qui fait que c'est efficace. Monsieur Mélin, sur ces évolutions de la formation? Oui, alors l'e-learning est très certainement une technique du futur pour la formation, pour la mettre en œuvre. Elle répond à un besoin extrêmement important, qui est une contrainte importante, qui est celle de pouvoir sortir le personnel du magasin. Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est un frein important, surtout dans les petites structures. Les employeurs ne sont pas tellement incités à envoyer leurs salariés en formation, puisqu'ils ne savent pas comment ils vont gérer l'absence de parfois leur seul salarié pendant 2-3 jours, une semaine. Alors, on travaille bien sûr sur ces techniques, mais alors il y a quand même une limite qui est celle de pouvoir former à distance quelqu'un et le motiver à le faire, surtout s'il est tout seul. Alors, dans des structures organisées, vous pouvez demander à votre personnel de se former, mais à distance pour des opticiens indépendants, c'est quand même un peu plus difficile, il y a moins de contraintes. Et puis dans la formation, il n'y a pas simplement l'acquisition de connaissances nouvelles, il y a aussi le partage que l'on fait avec d'autres, et il n'y a quand même rien de tel que d'être autour d'une table ou dans un groupe pour pouvoir partager. Parce que c'est ce qu'on dit toujours à nos stagiaires, c'est que vous êtes là pour apprendre, on est là pour échanger avec vous, mais vous êtes là aussi beaucoup pour échanger entre vous. Et cet aspect-là pourra se faire par Internet, bien sûr, mais il est quand même un peu moins convivial aujourd'hui. Ceci dit, ces techniques ont un grand avenir. Monsieur Fonvielle, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais compléter en fait ce que vient de dire mon voisin et avec lequel je suis tout à fait d'accord. Il y a une limite et c'est vrai qu'il y a un moment ou un autre, on sera obligé de faire des travaux pratiques avec vraiment les opticiens dans les conditions réelles. Mais par contre, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un rythme qui est différent. C'est-à-dire que les formations par Internet donnent une intensité qui n'existe pas quand on fait des plénières. Chacun est en fait concerné. C'est comme si on parlait à chaque individu avec un taux de concentration qui est extraordinaire. Moi, je suis en train aussi de découvrir cet outil et qui ouvre des possibilités qui ne sont pas possibles en plénière. Moi, ça aussi l'avantage, ce e-learning, de permettre à chaque personne d'acquérir à son rythme. Chacun a un rythme de formation différent et donc une personne peut, via ce e-learning, apprendre à son propre rythme, passer 1 fois, 2 fois, 3 fois la séquence si c'est nécessaire. Et je rejoins complètement les personnes en disant que c'est bien en complément, c'est qu'un élément parmi un dispositif d'ensemble. Oui, Olga, sur la présence du formateur quand même, c'est important? Alors moi je voulais rajouter autre chose pour pallier aux absences du salarié pendant son absence pendant qu'il soit en formation. En fait, il y a une solution, le formateur se déplace au magasin. Les formateurs se déplacent au magasin, tout à fait. Et on fait énormément de formations sur place. D'accord. Oui, c'est une technique qui est aussi évidemment très, très pratique, mais qui est aussi contraignante pour les formateurs et aussi pour la mise à disposition la disponibilité plutôt des participants à cette formation. Mais alors, juste sur l'e-learning, c'est aussi un challenge pour les formateurs. Parce que faire une formation par web learning, c'est pas du tout la même chose que de faire une formation en face à face avec un groupe. Parce qu'il faut pouvoir manager tout l'outil de personnes qui sont situées à des endroits différents, peut-être dans des pays différents, même peut-être parfois dans des langues différentes. Donc c'est aussi un challenge pour nous, les formateurs, ou les entreprises de formation à relever pour les années à venir.
Monsieur Gardy, c'est quelque chose que vous utilisez. Comment vous gérez, vous, l'absence de vos salariés, puisque je crois que vous incitez également beaucoup vos collaborateurs à faire des formations? Alors, je n'ai pas encore testé l'e-learning, mais je crois que c'est... Parlez bien près du micro, Je crois que ça va pas tarder, puisqu'il y a une formation qui est en train de se préparer pour la vision de l'enfant, si je m'abuse, et qui se passera de cette manière. Moi, c'est un outil qui va me convenir, puisqu'on n'est pas toujours prêt à se déplacer à Nantes, Marseille ou je ne sais où pour se former. Donc on peut le faire sur place. Ça nous donne une excuse de moins pour ne pas se déplacer. En ce qui concerne le fait de pallier l'absence des salariés, moi je crois que dès lors on est motivé, on arrive à motiver son équipe, on arrive toujours à réussir à faire un petit peu plus pour chacun et que chacun aille se former. Et je crois que c'est une bonne chose de le faire et on arrive toujours à pallier à ce genre d'absence, même dans une petite structure. Moi j'ai 2 salariés et je les envoie tous les deux. À le faire, je les envoie tous les deux en formation. Olga, effectivement, monsieur a parlé de la motivation du salarié, puisqu'on le disait en début d'émission, parfois c'est le week-end, le soir. Comment on arrive à motiver un salarié pour qu'il prenne du temps pour une formation? C'est le dialogue à établir. L'employeur aussi est tenu tous les 2 ans à faire un entretien individuel et je pense que c'est ce moment privilégié d'échange à discuter avec les opticiens, c'est à ce moment-là qu'il faut aborder les différents types de formations que le salarié souhaiterait envisager. C'est un projet d'entreprise. D'accord. Et si les salariés adhèrent à ce projet d'entreprise, il n'y a aucun problème. Et pour tout vous dire, tous nos stagiaires qui viennent en stage, ils sont motivés. D'autant plus que nous sommes situés à Bure-sur-Yvette, donc les stagiaires viennent de toute la France. Ils sont motivés. Donc il faut être motivé, tout à fait. D'accord. Monsieur Mélin, je vois que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire que si Olga Prena a dit que c'est un moment privilégié, c'est presque un moment d'exception. Que c'est un moment où une occasion qui est donnée aux stagiaires de prendre du recul par rapport à son activité, y réfléchir, peut-être partager son quotidien avec d'autres. Donc c'est pas simplement l'apprentissage, encore une fois, c'est aussi une réflexion globale sur l'activité, son exercice de la profession aujourd'hui. Madame Panchaud, je voudrais venir sur les résultats concrets des formations. Est-ce que vous avez des preuves tangibles que la formation c'est vraiment un investissement sur l'avenir? Par exemple, est-ce qu'il y a des effets sur le chiffre d'affaires, l'activité, le trafic du magasin? Ça a des effets à la fois sur la compétence, sur la performance, dans la mesure où les formations qui sont mises en place sont complètement en lien avec le quotidien. Et on mesure en fait ces éléments-là parce que dès le retour de formation, il y a un parrainage et un accompagnement et donc il y a un échange à ce moment-là et on voit concrètement dans l'acte au quotidien, qu'il soit technique ou qu'il soit un acte de vente, les bénéfices de cette formation. Je pense que c'est important aussi de le mesurer, de le suivre et que la personne et l'équipe voient concrètement comment cela se traduit au quotidien. D'accord. Olga, sur cette question de l'efficacité, est-ce que vous avez des chiffres, des preuves tangibles? Alors, il y a le côté subjectif qui est difficile à chiffrer, mais nous avons parfois les employeurs qui nous disent la formation, notamment visagisme, colorisme, a permis de gagner un quart d'heure par vente. Un quart d'heure par vente, effectivement, au bout de la journée, ça fait quand même pas mal de temps libéré tout à fait. Pour d'autres clients ou pour le magasin. Ça veut dire que l'opticien est plus efficace. Vous avez des exemples concrets, Monsieur Mélin? Moi, j'ai plutôt une statistique globale sur la qualité de prestation et sur les retours que l'on peut voir. Bon, je parle ici avec ma casquette de fabricant parce qu'on a toujours un certain nombre de retours d'inadaptation sur les verres et il reste et il subsiste quand même presque un taux incompressible qui sont liés à des problèmes soit de prescription, soit de prise de mesure des verres. Et on a encore, bien que la France soit déjà un marché très développé dans ce domaine, des progrès à faire. Il faut voir qu'un retour sur 2 est encore un problème de prescription, un retour sur 4 est encore un problème de prise de mesure. Donc il est important que les opticiens se remettent en cause. Qu'est-ce que vous appelez un retour sur 2 ou un retour sur 4 Eh bien, 50% des retours de verre pour une non-adaptation sont un problème de prescription. Ils sont résolus par la correction de la prescription ou bien sont un problème de précision de prise de mesure. Et on a un peu de mal à convaincre les opticiens que parfois, peut-être, de temps en temps, leurs prises de mesure ne sont pas toujours les mêmes. Ouais. Et on fait un petit exercice qui est très simple, c'est que quand on arrive, qu'on a un groupe d'une quinzaine d'opticiens par exemple, on prend un patient, on prend une monture et on demande à tout le monde de faire la mesure. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Bien 2 à 3 mm
de variation par œil et 5 à 6 mm sur la hauteur. Donc là, à partir du moment où on a dit ça, on peut planter le décor et on peut reparler de prise de mesure. Ils se rendent compte effectivement qu'il y a des progrès à faire. Dans le groupe et peut-être même au sein d'un même magasin, en fonction de la personne qu'on va rencontrer, on n'aura pas forcément la même prise de mesure ou le même résultat. Donc c'est un point qui reste important. Je vois que M. Fonvielle approuvait ce que disait M. Mélin. Non, mais je rejoins tout à fait son avis. En fait, il y a 20 ou 30% des gens qui se forment, et quand effectivement on les a convaincus que peut-être on pouvait faire mieux, le pourcentage probablement. Quelles sont les formations qu'on vous demande le plus, M. Fonvielle ? Alors, moi, je suis extrêmement technique, donc c'est vrai qu'Olga a parlé de la réfraction suite au décret. Il y en a d'autres ? C'est vrai, la réfraction a fait un carton en son temps et c'est pas fini. Et puis j'espère que ça va continuer. Et j'encourage vraiment tous les opticiens à continuer. C'est vraiment l'axe par lequel on va commencer. L'opticien a ce pouvoir de pouvoir améliorer la métropie, enlever cette amétropie qui gêne, et c'est le départ de tout. L'amétropie peut être un élément de différenciation pour un diagnostic, donc c'est important que l'opticien sache faire des réfractions. Donc c'est quelque chose qui va effectivement continuer dans tous les registres, fonctionnels comme pathologiques. Donc oui, la réfraction, c'est un truc qui marche très très bien. Mais je crois que c'est la vision. Maintenant, il y a une notion globale, parce qu'on commence à arriver sur le marché des gens qui ont des licences, qui ont des maîtrises. Maintenant, moi, j'ai même des masters dans les stagiaires qui me suivent et qui me font confiance. Donc là, on commence à avoir un panel qui est très enrichi, qui est très hétéroclite, mais qui sont de bon niveau et qui ont passé ce niveau de la réfraction. Donc c'est vraiment la vision qui revient au cœur du sujet. Donc c'est tout ce qui va toucher la vision, que ce soit d'un point de vue pathologique ou fonctionnel. Ça peut être la vision des couleurs, ça peut être la sensibilité au contraste, ça peut être l'éblouissement. Vendre une paire de lunettes de soleil à quelqu'un, c'est connaître les mécanismes de l'éblouissement. Donc aujourd'hui, l'opticien demande, mais c'est quoi l'éblouissement ? On est gêné par quoi ? Quels sont ses effets ? Comment on peut s'en protéger ? Donc ça y est, on est passé dans une autre dimension. Enfin, moi, je le vois très bien. Ça, c'est très agréable. Je voudrais faire intervenir, excusez-moi, Madame Panchaud, chez Grand Vision, quelles sont les formations que vous faites le plus réaliser ? Est-ce qu'elles sont demandées ou elles sont imposées ? Les deux. Ça peut être comme si un investissement, et c'est un travail qui est partagé lors de l'entretien professionnel qui se fait tous les 2 ans chez nous, tous les ans. Donc il y a un échange sur les besoins de formation. Les formations, lorsque un opticien, un collaborateur en magasin débute, c'est extrêmement axé effectivement et sur la vente et sur l'optique et la technique. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du grandissement et du développement, on s'oriente vers des formations qui sont plus axées sur soit des techniques de vente, soit après du management. Je voulais revenir sur le fait que l'on puisse mesurer concrètement la formation. En fait, on a un certain nombre d'indicateurs, par exemple, des choses aussi simples que le taux de casse, qui est du concret. Et on peut voir de façon extrêmement précise les bienfaits de cette formation dans des chiffres au quotidien. Donc, Monsieur Gardy, vous qui êtes, comme j'ai dit, un adepte de la formation à la fois pour vous et pour vos collaborateurs, est-ce que vous avez noté ce genre de résultats par rapport au taux de casse, par rapport aux erreurs de centrage, de choses comme ça ? Oui, c'est indéniable. De toute manière, il y a une chose qui m'horripile, et dans bien des domaines, moi je suis consommateur aussi, et s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'incompétence des gens. Donc j'imagine que les gens qui poussent la porte de notre magasin attendent de nous beaucoup, et c'est à nous de leur apporter ce qu'ils demandent. Donc effectivement, lorsque les collaborateurs, lorsque nous-mêmes nous engageons pour des parcours de formation, c'est pour leur apporter du bien-être. Effectivement, une fois que vous avez entamé ce parcours, on est toujours à en demander davantage. Et les clients nous en demandent de plus en plus, c'est à nous de répondre à leurs attentes. Et donc on va parler un peu d'argent, on va parler du prix. Est-ce que ça coûte cher, Christophe Fonvielle ? C'est amusant que vous me disiez. Je suis un homme d'argent, effectivement, ça se voit tout de suite. Donc non, ça coûte rien du tout. C'est gratuit. Si, beaucoup de plaisir. Ça peut le devenir. Si on rentre dans un... Je crois que ça a un coût, il faut être honnête, mais le coût peut complètement être intégré dans la pratique. À mon avis, les remboursements Forco, AGFIS, etc. permettent, c'est vrai, d'en absorber une partie. Et la deuxième, mon voisin l'a dit, et je crois qu'on est tous d'accord sur ce point, le fait d'être peut-être un peu plus professionnel fait que on va générer un peu plus de clientèle, et la clientèle... Et surtout la fidéliser. Exactement. En tout cas, c'est un point qui à chaque fois est discuté, parce qu'on n'exclut pas dans les
formation, ce point. Et ça n'a jamais été, à mon sens, en tout cas, alors je ne sais pas, moi je suis curieux d'avoir l'expérience de mes confrères, mais ça n'a jamais été pour moi un élément d'arrêt de la formation. C'est-à-dire quelqu'un ne m'a pas dit j'arrête la formation parce que ça a un coût qui devient insupportable. Voilà. D'accord. Jamais ça fait 30 ans maintenant que j'ai de l'expérience dans ce domaine, donc en 30 ans. Voilà. Olga, vous corroborez? Je pense que les opticiens ne sont pas toujours bien informés des processus de prise en charge. Tout à fait. Si je prends un magasin de moins de 10 salariés, en général, l'opticien dispose de 1 400 € par an, par magasin, pour pouvoir faire une formation ou des formations. Et ça peut aller jusqu'à 2 100 € s'il fait les formations, tout ce qui est basse vision, réfraction, les formations techniques. Donc les opticiens, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils s'y intéressent. Et je pense que malheureusement, malgré cette enveloppe, il y a des opticiens qui n'envoient pas leurs salariés en formation. C'est dommage. Donc c'est de l'argent qui est perdu finalement? Tout à fait, c'est l'argent perdu, tout à fait. D'accord. Monsieur Mélin, vous êtes d'accord? Je confirme complètement, mais j'ajouterais que d'abord en France, on a quand même des structures de remboursement des frais de formation continue qui sont quand même très favorables. C'est le Forco, c'est ça? Le Forco. C'est donc regrettable qu'il ne soit pas toujours utilisé. Mais moi, je pense qu'il est aussi important que la formation ait un prix pour qu'elle ait une valeur. Que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et je pense que c'est important qu'il y ait un reste à charge et que du même coup, l'opticien s'implique dans cette formation. Parce que si on prend un exemple simple, si les formations sont gratuites, du jour au lendemain, eh bien, le matin même, on peut ne venir ou pas venir. Il y a une implication qui est importante à garder pour l'opticien qui s'inscrit en formation. Sauf que si le salarié est envoyé dans le cadre du plan de formation, il a l'obligation de signer son attestation de présence et donc il ne sera pas payé non plus parce qu'il fait sa formation sur son temps de travail. J'ai vu dans votre plaquette, Olga, la plaquette de l'ICO, que en fait, jusqu'à 89% du coût de la formation pouvait être pris en charge. Oui, tout à fait. Le Forco prend à la hauteur de 33 € par heure de formation. Donc en général, par exemple, nous en général, il y a à peu près 50 € qui restent à la charge de l'employeur, ce qui est vraiment dérisoire par rapport au gain qu'il va avoir. Et vous, Madame Pachot? Cela a un coût. Nous dispensons 54 000 heures de formation, donc c'est un réel coût, mais bien sûr vécu non pas comme une charge, mais comme un investissement, car des salariés qui sont performants, qui sont motivés, je crois que la formation va bien au-delà de la compétence. C'est aussi la motivation, l'échange, le sentiment d'appartenance. C'est un investissement, et puis cela permet d'avoir à terme des gens qui évoluent au sein de l'entreprise et donc qui amènent aussi d'autres choses, qui évoluent vers d'autres carrières. Donc c'est plus un investissement qu'une charge. Voilà, donc c'est un investissement effectivement un peu en termes financiers, beaucoup en termes de temps, mais ça vaut le coup de le faire. Voilà, je pense on a tous bien compris tout l'intérêt de la formation et qu'on peut terminer cette émission. Il s'agit d'un véritable investissement qui paye, voilà, puisqu'il faut parler d'argent parfois. Ça valorise les équipes, le magasin, ça améliore la satisfaction du client. On espère en tout cas que vous avez motivé les opticiens français qui nous ont regardés, je l'espère, très nombreux à s'engager dans cette démarche pour eux et pour leurs collaborateurs. Quant à nous, on se retrouve à 16h pour décrypter les tendances 2011 en lunetterie. À tout à l'heure sur AQT TV.